Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 19 du bloc 4. On est encore dans la section de dynamique de rotation. On vient faire l'exemple 16. Donc, à l'exemple 16, c'est encore une situation qu'on a pas mal regardée avec l'approche énergétique. Ici. Par contre, à l'approche énergétique, j'avais pris une sphère. J'avais demandé à la fin de comparer avec un cylindre. Et là, on va faire le cylindre au complet. Donc, un disque ou un cylindre, on avait dit que c'était la même chose en termes de moment d'inertie. Donc, on va chercher son accélération en premier, puis on va revenir à la vitesse pour vraiment aller faire la comparaison avec l'approche énergétique. Donc, la première chose à faire, ça va être de mettre mes forces sur mon schéma. Je vais avoir le poids, bien entendu, appliqué au centre de mon objet. Je vais avoir la force normale, appliquée au point de contact perpendiculaire à la surface. On avait déjà mentionné que pour avoir un roulement, ça nous prend du frottement. Donc, un frottement statique qui va aller vers l'arrière. Donc, avec ça, je peux aller faire mes équations. J'ai oublié de mentionner le sens de la rotation. Je vais supposer que mon disque va se mettre à rouler comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais prendre le sens horaire comme étant le sens positif de rotation. Et, conformément à ce qu'on faisait avant, on va prendre x dans le sens d'accélération, y. Donc, somme des moments de force est égale à I alpha. On voit bien parce qu'on a de la rotation. Mais on a quand même de la translation aussi. Donc, on va avoir les trois possibilités. Somme des forces en x est égale à MAX pour la translation. Et somme des forces en y qui est égale à MAY. On n'aura pas d'accélération en y. Le disque reste le long du plan incliné. Par contre, on sait que des fois, on peut avoir besoin de cette équation-là pour aller chercher la normale, des fois avec le frottement et ainsi de suite. Fait qu'on pourrait l'écrire à la base. Donc, pour les moments de force, on va avoir taux par le poids, taux par la normale, et taux par le frottement, qui va être égal à I alpha. On va aller regarder en détail le schéma pour chacun de ces moments de force-là. Donc, taux par le poids, ce serait poids fois R fois sinus de θ. Je vais me redessiner rapidement mon disque avec le plan incliné. Mon poids est appliqué au centre de l'objet. Donc, la distance entre l'axe de rotation, en fait, le centre de rotation, ça va être aussi l'axe de l'objet, fait que la distance va être nulle. Donc, le poids, à lui tout seul, ne crée pas de rotation. Quand un moment de force est nul, c'est que la force ne crée pas de rotation, elle va créer seulement un déplacement, une translation. Ensuite, moment de force dû à la normale, donc N, R, sinus de θ. Donc encore, mon disque, mon plan incliné, mon centre, mon axe de rotation. Et ma force normale, puis je vais prendre des couleurs différentes parce qu'il y a des choses qui vont passer une par-dessus les autres, ça devient compliqué à voir sinon. Donc j'ai ma force normale et ma distance R est la distance entre le point d'appréciation de ma force et l'axe de rotation. Donc ça, c'est mon R, qui va correspondre au rayon de la roue. Donc je vais avoir N, grand R, la roue, le disque dans ce cas-ci. Et pour l'angle, ben, on peut voir que R et N sont parallèles, sont même confondus ici, donc c'est un angle de 0. On pourrait prendre 180 degrés aussi, ça fait le même résultat. Ça fait 0. Donc la normale non plus n'engendre pas de rotation. Son moment de force est nul. Il nous reste le frottement. Donc frottement fois R fois sin de θ. Mon frottement est le long du plan incliné.
vers le haut. Mon accélération au centre de mon disque. Et mon R va être le rayon de la roue ici aussi. Donc, je vais avoir F, grand R. Et là, pour l'angle, on le voit très bien ici, c'est un angle de 90 degrés. Il faut penser au sens de rotation. Puis là, on peut avoir l'idée que le frottement est vers l'arrière, mais en tirant cette partie vers l'arrière, il va vraiment l'amener le long de la roue. Donc, c'est vraiment un moment de force qui est positif. Signe de 90, ça vaut 1. Donc, il va me rester FR. Là-dedans, je vais avoir 0 plus 0 plus FR est égal à I pour le disque. Le moment d'inertie, c'est M R carré. Et vu qu'on va chercher l'accélération, on va avoir avec la relation AT est égal à alpha fois R. On va avoir ici A sur R pour remplacer le alpha. Donc, avec ça, je vais pouvoir simplifier R et R. Et je vais pouvoir simplifier R et R. Et je me retrouve avec F qui est égal à 1 demi M. Ensuite de ça, parce que j'ai deux inconnus, fait que de toute manière, je ne peux pas résoudre tout de suite. L'accélération et le frottement, ben justement, j'ai les deux dans la même équation. Donc, pour ma somme des forces en X, on va avoir, je vais refaire un plan, un diagramme comme il faut ici. Donc, le poids avec l'angle θ que je retrouve ici, qui n'était pas dans mon schéma initial, mais qui était dans mon énoncé. La normale et le frottement. Donc, vers les x positifs, j'ai P sinus de θ, donc je rappelle que c'est le côté opposé qui revient ici, moins le frottement est égal à MA. Et mon P, ça va être MG. En fait, j'ai pris grand M déjà tantôt, fait que je vais rester avec grand M maintenant. Donc, grand MG sin θ moins F est égal à grand M, encore une fois, fois A. Fait que là, j'ai les deux mêmes inconnus, F et A. Fait que je devrais être capable de résoudre. Je vais aller remplacer mon F qui est déjà isolé ici dans l'autre équation. Donc, j'ai mg sin θ moins 1 demi ma est égal à ma. Donc, mg sin θ va rester tout seul à gauche. Puis ici, je vais avoir ma plus 1 demi ma. mg sin θ est égal à 3 demi m fois a. On peut simplifier les m. Et on trouve une accélération qui va être de 2 tiers g sin θ. Si on n'avait pas eu de roulement, on n'aurait pas eu le frottement ici nécessairement, il n'aurait pas été nécessaire pour la situation. On aurait eu mg sin θ est égal à ma, donc une accélération juste de g sin θ. Là, on peut voir qu'avec la rotation, vu qu'on a la fraction 2 tiers qui est plus petite que 1, l'accélération devient plus petite que celle qui aurait eu sans rotation, ce qui est conforme à ce qu'on avait déjà mentionné. On prend une partie de l'énergie pour faire tourner notre objet, donc il ne reste pas autant pour la partie de translation de notre mouvement. Donc l'accélération est plus petite avec la rotation qu'elle aurait été sans rotation. Pour la deuxième partie, quelle est la grandeur du frottement qui s'exerce sur lui? Ben, en fait, je vais aller reploguer mon A dans mon expression qu'on avait tantôt. Donc, F est égal à 1 demi M fois 2 tiers G sin θ. Je peux simplifier mes deux. Et je me retrouve avec 1 tiers mg sin θ. Donc, on voit avec mg, c'est bien
l'équivalence d'une force, c'est bien la dimension d'une force. Ce qui est conforme à ce qu'on cherche. Donc, vous pouvez remarquer ici que j'ai isolé mon F à partir de mes équations de somme des forces et de somme des moments de force. Donc, le frottement qui est là, ce n'est pas le frottement statique maximal. Fait que j'ai pas eu besoin d'aller chercher le mu-SN. Ça pourra limiter, est-ce que c'est possible d'avoir un roulement sans glissement? Il faut que le coefficient de frottement statique minimal soit quand même assez grand. Si jamais il ne l'est pas, l'objet va se mettre à glisser, même s'il voudrait essayer de tourner. Mais en tant que tel, à la base, le frottement qui va être là pour créer le roulement ne sera pas va être de cette valeur-ci, ne sera pas nécessairement égal au frottement statique maximal. Finalement, quelle est la vitesse au bas du plan incliné? Donc, on reprend de la cinématique. Donc, V final au carré est égal à V initial au carré plus 2AX. Delta X. On avait une vitesse initiale qui était nulle. On a notre accélération de 2 tiers G sin θ. Pour le delta X, c'est vraiment le long du plan incliné que je veux mon delta X. Donc, on aurait une hauteur H, un angle θ. Sin θ est égal à H sur delta X. Et si je veux delta X, je vais avoir H sur sin θ. Donc, sin θ disparaît avec sin θ. Et je trouve une vitesse finale qui va être racine de 4 tiers GH. Et là, on peut venir comparer avec la réponse qu'on avait obtenue pour la sphère qui descendait le plan incliné. Donc, pour la sphère, on avait racine de 10 septièmes. 10 septièmes, ça veut dire 1,30 quelque chose. Pardon, 1,40 quelque chose. Donc, en fait, si je fais le calcul, j'obtiens 1,195 fois racine de GH. Si je m'en vais, je reviens à mon disque, racine de 4 tiers, ça va me donner 1,155 racine de GH. Donc, on obtient ici une valeur un petit peu plus grande. L'autre, c'était 1,19. Donc, c'est plus grand. Donc, V disque est plus grand que V sphère parce que 1,55 est plus grand que 1,19. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait pensé qualitativement? On avait conclu que V sphère serait plus grand que V sphère. Et là, je viens de me contredire. En fait, parce que j'ai mal copié la valeur de mon calcul. Excusez-moi, je n'ai pas le goût de réenregistrer 14 minutes de vidéo juste pour ça. J'ai oublié un 1. Donc, si c'était 1,155, j'ai eu peur. Donc, on a bien que V disque est plus petit que V sphère.